Et on est live. Ouais, ok, bonjour à tous. Merci d'être là. En attendant que tout le monde arrive, je vous propose un petit sondage qu'on a préparé pour vous. Donc, vous pouvez directement, grâce au code barre, y accéder. Et la question, c'est pourquoi êtes-vous intéressé par la région d'Asie? Et on commencera dans quelques minutes en attendant que les prochaines personnes arrivent. Normalement, vous avez votre caméra éteinte et vos micros éteints. La session est enregistrée et elle sera disponible sur le site web. Bettina, tu peux prendre la main dès que tu veux. Voilà. Ouais, mais je pense que ça marche pas. Je pense que ça marche pas pour. Et ben comme ça marche pas, et ben on vous propose de mettre vos réponses dans le chat. Et on est sur un event tech. Tout à fait. Le lien marche pour moi, hein, celui que j'ai mis dans le chat. Pareil pour moi aussi. Ah, vous pouvez essayer. Non, voting is closed. Ah, non, ça y est. C'est bon, je l'ai dit. C'est bon. Fermé. Allez, je vais pouvoir partager. On est tech. On va y arriver. Voilà. Donc, on voit plusieurs intérêts, l'aspect bien sûr business et développement, partenariat, développement sur la zone Asie, inspiration. Alors, sûrement de voir ce qui est fait en Asie pour peut-être se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire sur des marchés plus développés comme l'Europe. Innovation et food, ça tombe bien, on est dans l'événement, dans un bon événement. Donc, ce qu'on voit surtout, c'est l'envie de se développer en Asie et de créer des partenariats sur les aspects food tech et agritech. Ben, super, je pense qu'on peut, j'arrête mon écran et si tu veux, Amel, repartager le tien. Hésite. Super. Bon, bah, merci à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Et puis, merci à tous nos intervenants aujourd'hui de Business France, de la French Tech, pour présenter 4 gros pays de la zone Asie. Et la première chose que j'aimerais vous présenter, c'est pourquoi et qu'est-ce que c'est Next Tech Asia.
Donc, c'est un événement, c'est une collaboration entre les 13 French Tech d'Asie pour informer les startups de l'écosystème et surtout les informer de l'opportunité qui est quelquefois inconnue de cette zone. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Informer, ça veut dire accueillir les startups, ça veut dire essayer de les promouvoir, ça veut dire les connecter avec tout l'écosystème tech local que nous connaissons très bien. Donc, ce programme en particulier est sur un an. On a l'objectif de lancer le concept Next Tech avec un pays associé. Et le concept perdurera dans la durée sous d'autres formes. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons 4 verticales. La première qui est celle d'aujourd'hui, Food and Agri-Tech. Nous avons tout ce qui est Deep Tech. Nous avons Blockchain et Cyber Security. Donc, il y a pas mal de personnes derrière ce gros projet. Plus d'une vingtaine dans l'équipe, mais aussi beaucoup de partenaires, que ce soit des partenaires institutionnels ou même privés. Et bien sûr, plusieurs personnes et mentors experts de notre écosystème. Juste un petit mot très rapide si vous ne connaissez pas les French Tech, mais je suis sûre que vous connaissez déjà très bien quels sont les objectifs des French Tech. Je voudrais juste mettre en exergue quelques initiatives au sein de nos quatre French Tech ici présentes. Nous avons de grosses initiatives autour du Tech for Good, par exemple en Corée, qui rassemble aussi tout l'écosystème. Nous avons en Australie un gros event FinTech qui vient d'être terminé. Au Japon, il y a plusieurs moments forts autour de grosses conférences sur tout ce qui est digitalisation, hardware, connectivity, etc. Et Singapour, qui a une quinzaine de chapters par verticale, où vous pouvez très facilement y accéder via des groupes WhatsApp. Donc qui tournent autour du retail tech, de l'IoT, de la blockchain, de la fintech, etc. Nous avons même un Business Angel Syndicate, si vous voulez lever de l'argent, et après plusieurs initiatives transverses. Je vois que j'ai oublié l'interlocuteur en Australie, donc je vous le rajouterai avant de vous faire passer la présentation. Et maintenant, je vais passer la main à Stéphanie. C'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Un grand merci, Amel, pour ce beau projet. Et je suis, avec mes collègues, ravie de participer, d'être partie prenante à cette belle initiative. L'ambition de la Team France Export, qui est en fait, dont Business France est partie prenante, c'est en fait ce que tu viens de décrire, c'est de se dire qu'ensemble, on est plus fort et ça commence par la France. Donc, en France, chaque entreprise a un conseiller international en chambre de commerce qui la suit. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'on va aller sur un guichet unique, teamfranceexport.fr, et de se dire, voilà, est-ce que je vais à l'international? Comment j'y vais? Est-ce que je suis staffée pour y aller? Donc, de voir si déjà il y a un directeur export. Pour ça, il y a des solutions qui sont mises en place. Est-ce que j'ai des financements? Puisque l'international, ça ne s'improvise pas. Il faut des moyens, du temps et des moyens. Donc, pour ça, voilà, il y a la Chambre de commerce, BPI France pour tout ce qui est financement, et puis Business France, une fois que vous êtes préparé par votre conseiller international, donc Business France avec ses bureaux à l'étranger, ou les CSP, les chambres de commerce sur les pays où nous ne sommes pas là, qui sont là pour vous aider à vous projeter à l'international. Donc l'idée, c'est de vous appuyer sur votre conseiller qui vous facilite le job, qui vous évite de contacter 1001 interlocuteurs et qui va vous aider vraiment à prioriser les opportunités de marché en fonction de votre verticale. Et donc, vous avez pour ça une équipe dédiée. Donc, il y a plusieurs expertises métiers qui sont portées, à la fois, donc je l'ai dit, identification de marché en fonction de votre verticale. La mise en relation, on est présent sur 150 pavillons dans le monde. Les pavillons reprennent, ça fait du bien. Et puis également 250 événements B2B. Là, notre ambition, c'est d'aller identifier sur les marchés que nous couvrons les opportunités qui vous vont bien et d'aller faire appel, voilà, de faire venir des délégations dans les pays sur les marchés que nous couvrons pour pouvoir vous mettre en relation au bon moment avec les bons partenaires. Et tout ça, on le fait évidemment main dans la main avec les French Tech, les communautés French Tech, qui elles-mêmes vont animer également, aller vous faire du mentoring, vous coacher et puis également vous ouvrir leur network.
Voilà, donc on fait ça, tout ça main dans la main. La solution VIE, je ne m'attarde pas dessus, mais c'est une excellente solution RH justement pour les entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'ouvrir des filiales à tout va dans tous les pays. Donc pensez-y, on est encore sur un mode plan de relance, donc il y a d'énormes incentives qui sont à la fois faites par la région. La région peut financer votre développement à l'export, la région peut également financer votre VIE, et dans le cadre du plan de relance, vous pouvez avoir également de belles aides pour participer à des salons, des événements ou encore recruter des VIE. On enchaîne directement sur le marché australien. Super. Donc, Stéphanie, peut-être que tu peux te présenter aussi. Oui, alors Juste voilà. avant. Ça, c'était la casquette Business France. Là, je mets ma casquette Business France pour l'Australie. Donc, je suis arrivée il y a 9 mois à Sydney. J'ai une équipe de 10 personnes, voilà, et nous sommes principalement basés à Sydney sur ce grand marché qui fonctionne dans une logique d'État. Donc, c'est un peu un challenge. Voilà, je plante le décor. Donc, moi, c'est Stéphanie Morlaix. J'ai été auparavant au siège et puis j'ai fait 20 ans à l'étranger, en Russie, en Slovaquie, etc. etc. Super. Donc, l'Australie, un vaste marché. L'Australie, donc déjà, pour planter un peu le décor, on est sur un pays qui fait 14 fois la France, quasi aussi grand que les États-Unis. Cela étant, on est sur une densité très faible en termes d'habitants, puisque là où on est à 100 en France par kilomètre carré, on est à 3 sur l'Australie. Il y a plus de kangourous que d'habitants, on va dire. On est sur 25 millions d'habitants, donc énorme marché en termes de couverture. Avec cela étant, 80% de la population qui est sur la côte est, des villes. Un marché finalement qui, alors certes, qui a peu d'habitants, puisqu'on est sur 25 millions, une petite population, mais un fort pouvoir d'achat, donc un marché qui est également un énorme terrain de jeu et un terrain de jeu très intéressant pour des gros corporates, des gros players qui veulent, avant d'aller aux US, tester un peu le marché et faire plusieurs itérations. Il faut savoir que c'est un marché qui repose énormément sur tout ce qui est ressources primaires. Je m'explique. À la fois côté minier, l'Australie est un gros producteur de charbon, de fer et de plein de ressources minières, mais également de ressources agricoles. 58% du territoire est à vocation agricole. 70% de tout ce qui sort en fait côté agricole va être exporté. L'Australie transforme très peu, à part la viande, où là, il y a effectivement quelques usines de transformation. Et d'ailleurs, sur la viande bovine, l'Australie est le deuxième exportateur mondial de viande bovine, derrière le Brésil. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est que voilà, l'Australie produit énormément. Elle a des ressources céréalières, par exemple, et autres, mais elle exporte en brut et c'est transformé généralement et conditionné sur la zone APAC, donc notamment la Thaïlande, le Vietnam et autres. C'est donc une économie qui, jusqu'alors, était assez peu innovante parce que, justement, elle n'avait pas trop de questions à se poser. Et là, on constate qu'il y a un changement de mentalité. Et ça a été provoqué à la fois, je dirais, par toutes les catastrophes naturelles que l'Australie a connues, que ce soit les 5 ans de sécheresse, que ce soit les bushfires, ou encore les inondations qui se sont produites là, récemment, à la fois dans le Queensland et dans le New South Wales. Donc là-dessus, il y a eu vraiment un état d'esprit, une prise de conscience très forte qu'il fallait en fait anticiper et prévenir au maximum. Et au-delà de ça, il faut également prendre en compte le fait que l'Australie, c'est un tiers de personnes qui sont nées en dehors de l'Australie, c'est une économie qui repose sur une immigration et une population qui grossit. 30 millions, la prévision à 2030, c'est 30 millions. Et donc, là-dessus, il y a vraiment, côté industrie agroalimentaire et agricole, une volonté de se réunir et de réfléchir à une stratégie commune pour justement augmenter déjà la productivité. Donc, tout ce qui va être outil d'aide à la décision, typiquement, ce sont des niches pour lesquelles les Australiens sont très regardants. Donc, tout ce qui va être également autour de la prévisibilité en termes de conditions météorologiques, d'études des sols, tout ce qui va être autour de l'irrigation. Il y a pas mal d'argent qui est fléché aujourd'hui justement sur des initiatives autour de tout ça. Et donc, un écosystème autour de tout ce qui va être AgTech et FoodTech qui s'est formé, avec une volonté, on l'a vu sur le dernier salon qui s'est tenu en février, une volonté vraiment d'avoir une stratégie commune, à la fois gouvernement, acteurs publics, acteurs privés, et j'ai envie de dire de la ferme jusqu'à l'assiette, en passant par tout le réseau de distribution, la supply chain.
Voilà, tout ça, ça fait beaucoup d'acteurs, sachant que c'est un secteur qui est quand même très fragmenté, avec, on l'a dit, je crois, sur l'une des précédentes slides, 183 000 business. Vous l'avez vu, donc l'Australie, elle exporte 70% de sa production. L'un des enjeux principaux, ça va être vraiment d'amener en fait ces entreprises, qui sont quand même des entreprises des SMI, pardon, à grossir et à scaler international. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'outils qui sont mis en place pour justement faire grandir l'industrie australienne dans tout ce qui est agtech et foodtech. Et nous, la France, on a bien entendu une carte à jouer. Tout ce qui va contribuer, j'ai envie de dire, à un transfert d'expertise qui va participer à faire monter en compétence l'industrie. Je l'ai dit, sur la transformation, par exemple, sur les équipements, et également sur tout ce qui est data analytics, outils de business, comment on appelle ça, business analytics intelligence, va pouvoir en fait contribuer positivement à ces échanges. Voilà, donc vous voyez l'écosystème, on vous a listé également ici toute une série d'événements. L'Australie, je l'ai dit, c'est quand même une logique par État. Donc, voilà, c'est l'Australie pour exister, même si on peut concrètement avoir quelques flagships dans les principales villes, Sydney et Melbourne. C'est plus de 5 millions d'habitants chacune. Donc, c'est quand même 2 destinations principales, sachant que justement sur Melbourne, il y a également… C'est un petit marché, mais quelque part, il y a moins de concurrence. Donc, c'est un marché qui est très intéressant. Et encore une fois, à partir du moment où on est connecté aux bonnes personnes et sur un bon timing avec une offre qui répond à des besoins et en termes de prix et en termes d'innovation, il y a vraiment possibilité de faire de très belles choses. Donc voilà, vous avez plusieurs événements, les dates sont plus ou moins indiquées. Et puis, bien entendu, tout l'écosystème Business France, la French Tech, se tient… L'ambassade. Et l'ambassade, bien sûr. Ouais, Business France, c'est un service de l'ambassade. Donc, mais oui, tout à fait. Donc, voilà, nous, on est au taquet, on est super motivés. Et voilà, à votre écoute. Merci beaucoup, Stéphanie. Avec plaisir. Maintenant, je vais passer la parole à Loïc pour présenter le Japon. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Parfait. Ok, super. Bonjour à tous, donc je m'appelle Loïc Gavet, je travaille au sein du pôle agrotech de Business France depuis maintenant à peu près 10 ans. Je vais essayer de vous présenter très rapidement le paysage de la foodtech et de l'agritech au Japon. Je vais vraiment aller au direct, au vu du temps. Tout d'abord, en ce qui concerne le paysage en fait, japonais, 2 idées très simples. D'abord, le Japon, je pense que vous en êtes tous conscients, c'est un des poids lourds de l'économie mondiale. Et concrètement, en ce qui nous concerne, ça se décline à travers plusieurs industries. Alors bien sûr, on a tous en tête l'automobile, Honda, Nissan, etc. Mais c'est aussi le cas pour la machinerie agricole, typiquement Kubota, qui est une usine en France, Komatsu, Yanmar. Également sur l'exportation de robots, numéro 1, le Kuma, Mazak. Sur l'industrie chimique, Mitsubishi, Teijin, etc. Ils sont la 3e industrie mondiale. Ce sont aussi des gros investisseurs de manière générale, notamment en France, mais au niveau mondial, ils étaient encore jusqu'à récemment les premiers investisseurs mondiaux et ils restent les 3e investisseurs mondiaux. Également dans tout ce qui est technologie de l'information, Rakuten Entity, Rakuten a investi en France, a racheté Price Minister. Voilà, je ne vais pas en rajouter, je pense que vous en avez tous bien conscience, c'est un des poids lourds de l'économie mondiale. La contrepartie, le revers de la pièce, c'est que cette puissance de l'économie japonaise, elle est liée à une certaine manière de travailler, à une certaine conception de business. C'est vrai que ça se concentre surtout autour de vraiment d'énormes poids lourds qui passent plusieurs dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sur la partie start-up, sur la partie licorne, clairement, les Japonais sont en deçà. Je pense que vous pouvez le voir sur le petit graphique en bas à gauche. Les États-Unis, c'est les États-Unis, pas la peine d'en rajouter, mais aussi même par rapport à la Chine et à l'Inde, clairement, le Japon est en retard. On est sur une certaine vision de la vie, un peu confucéenne si vous êtes un peu familier avec les valeurs asiatiques. Et c'est vrai que c'est pas ça ne les met pas à l'avantage dans ce qui concerne les startups. Clairement, lorsqu'on voit dans les enquêtes, je vous ai mis les résultats d'une petite enquête qui est faite par le ministère de l'économie japonaise. On le voit très clairement, la peur de l'échec, c'est la raison numéro 1, 37,6%. On est dans un environnement où il y a une grosse pression sociale. C'est exactement, ils sont aux antipodes des États-Unis où
fail big, quoi. Il faut y aller, et tant pis si on se plante. À la rigueur, il faut même se planter de manière grosse. Les Japonais, c'est le contraire. Ils essayent vraiment de voilà, faire bien les choses très proprement. Donc, ils ont quand même, et on va le voir là dans quelques instants, de vraies ressources, un vrai marché, mais ils ne vont pas le traduire de la même manière. Ils ont besoin de s'adosser à des poids lourds. Concrètement, si on parle justement autour de quoi se structurent les initiatives de Foodtech et de l'AGTech. Alors, je déclinerai en 3 points, les marchés de manière générale, là où il y a une demande. D'autre part, ensuite, une stratégie publique sur ce qui concerne l'agriculture durable. Et enfin, on va dire les démarches administratives. Tout d'abord sur les marchés, l'AGTech. Alors, peut-être quand même le point sur lequel vraiment le Japon a une grosse carte à jouer, c'est tout ce qui concerne les fermes verticales, où le Japon est tout simplement le marché mondial numéro 1. Plus de 200 sites, hein. Les États-Unis, je sais, mettent pas mal d'efforts dernièrement, notamment en Californie. Là-dessus, ils sont quand même en retard par rapport aux Japonais. Pas forcément du point de vue technologique, mais d'un point de vue avancement économique. Le Japon a un degré de maturité qui n'a tout simplement pas d'équivalent dans le monde. Vous pouvez avoir des laitues, kale et autres produits qui sont vendus maintenant à monsieur tout le monde dans un supermarché. Concrètement, la plus grosse usine, enfin la plus grosse ferme verticale mondiale est à Kyoto, assurée par l'usine qui s'appelle Spread. Je vous ai mis une petite photo en encart, et leur dernière usine est en fait essentiellement automatisée. C'est vraiment un gros avantage, on ne va pas avoir le temps de rentrer dans le détail, mais ça correspond assez bien en fait à certaines attentes des Japonais. Et je pense que c'est vraiment un mot qu'il faut avoir en tête, c'est que voilà, ils ont des attentes. Vous pouvez avoir de la techno, ils sont vraiment preneurs, mais il faut vraiment que ça colle à leurs besoins. Je ne vais pas passer plus de temps sur la partie également insectes et plant-based food. Alors là, j'ai envie de dire, ils sont peut-être en retard quand même par rapport aux Américains, mais c'est vraiment quelque chose qui commence vraiment à se développer. La grande maison de commerce Itochu, dont vous avez peut-être entendu parler, ce qu'on appelle les Sogo Shosha au Japon, qui sont d'énormes maisons de commerce qui font plusieurs dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires, a investi par exemple dans une startup japonaise qui s'appelle Muso, voilà, qui reconvertit en fait les déchets agricoles pour en faire de l'engrais et pour voilà, participer à cette logique d'agriculture durable. Et donc, ils utilisent en fait les insectes là-dessus, et ils les utilisent même aussi donc dans la partie comestible, notamment la chaîne Muji, dont vous avez peut-être entendu, enfin, que vous connaissez certainement, qui a une antenne en France, voilà, a mis à la vente depuis peu des biscuits, enfin ce qu'on appelle des sembei, des biscuits à base de riz, et donc à base d'insectes. Donc ça commence à rentrer vraiment dans les mœurs. Je vais passer sur la partie food tech. Le gros défi japonais, c'est tout ce qui est vieillissement, manque de main-d'œuvre, etc. Du coup, il y a un vrai drive pour vraiment insérer un maximum maintenant de techno, ou en tout cas avoir des solutions automatisées de façon à pallier au manque de main-d'œuvre. Et typiquement, on voit ce type de solution être insérée dans les convenience stores. Il y a notamment aussi des restaurants du côté de Fukuoka. Je vais y revenir. Fukuoka est un bon hub techno pour le Japon, qui maintenant sont complètement automatisés de façon à se libérer de la contrainte manpower et du manque de main-d'œuvre. Je vais passer aux stratégies publiques. Tout ce qui est en fait agriculture durable. Les Japonais sont assez en retard. On a vu tout à l'heure qu'ils sont très forts sur la chimie. Néanmoins, il y a un gros plan public qui a été mis en place pour essayer de pousser ça. Donc, il y a une vraie stratégie là-dessus. Aussi, en termes de démarches administratives, vous avez 10 endroits, 7 préfectures japonaises et 3 cités. Je vous ai parlé notamment de Fukuoka, c'est vraiment intéressant. Tokyo aussi, évidemment, ça va sans dire. Et voilà, vous avez ce qu'il faut retenir, c'est que essentiellement, vous avez des endroits où vraiment l'innovation est concentrée. 2 idées clés sur la partie player, principaux acteurs. Vous allez avoir d'un côté un grand nombre d'acteurs, on va pas avoir le temps de rentrer dans tout le détail, mais privés et publics, pour accompagner l'investissement. Beaucoup de capacités de financement au Japon, même s'ils ne sont pas formés de la même manière que par exemple dans les pays anglo-saxons. Vous avez le GETRO, qui est un peu l'équivalent de Business France. Vous avez un fonds privé public qui s'appelle l'INSEJI, qui a 2 milliards d'euros de dotation, qui allie les entreprises japonaises, des grandes entreprises et le gouvernement. Vous avez Japan Finance Corporation qui est détenu complètement par le gouvernement. Vous avez différents programmes d'accélération. Et puis également donc des hubs locaux, des collectivités locales, notamment Fukuoka dont je vous parlais. Je vous ai mis une petite photo en bas à droite. Donc c'est une cité très jeune, il faut avoir ça en tête. C'est vraiment une cité où vous avez beaucoup de jeunes et ils sont assez dynamiques en termes de création de start-up, et ils ont donc créé par exemple un hub dans une ancienne école. C'est très sympa.
Et voilà. Ensuite, en ce qui concerne les événements, vous avez 2 événements. Alors, un événement général, l'ILS, qui voilà, est toute technologie confondue, mais qui peut donc vous accueillir sur la partie Foodtech et AGTech, et sur lequel d'ailleurs Business France peut vous introduire aux organisateurs. Et également un événement agrotech, donc qui s'appelle NoGoWorld, qui a une branche complètement dédiée aux nouvelles technologies, nouvelles technologies de l'agrotech. Et sur la partie Foodtech, l'événement OTRS Caterex, qui se destine aux professionnels du CHR et qui a depuis l'année dernière une session Smart Kitchen Service, voilà, pour vraiment se concentrer sur les startups et les parties Foodtech. Voilà, en quelques minutes, un panorama assez condensé de tout ce qui est possible au Japon. Je vous remercie de votre attention. Super, merci Loïc, on est vraiment dans les temps. Donc maintenant, on va passer à la Corée. Et donc, je passe la main à Olivier. Oui, bonjour à tous. Je suis Olivier Dardenne, en charge du pôle agrotech pour Business France Corée du Sud à Séoul. Tout d'abord, je vous propose de faire un tour d'horizon donc des principales caractéristiques de la Corée du Sud. Je pense que parmi les 4 pays représentés aujourd'hui, peut-être que la Corée du Sud est effectivement le moins connu. Donc, ce pays compte 51,7 millions d'habitants pour une superficie d'1/5 de la France. Et d'ailleurs, ce pays est composé de 70% de moyenne montagne. Donc, très facilement, on peut comprendre que la productivité agricole n'est pas au top. Séoul et sa région totalisent 50% de la population sud-coréenne. Donc, le bassin de consommation principal se trouve ici. Et c'est le pays au monde qui a connu la plus forte évolution de croissance économique au cours des 50 dernières années, puisque la Corée du Sud était un pays du tiers-monde encore au début des années 70, et aujourd'hui, c'est la 10e puissance économique mondiale. À noter que la crise de Covid a faiblement impacté la Corée du Sud avec seulement moins 1%, et une relance en 2021 donc de 4%. À noter aussi quand même que le PIB en parité pouvoir d'achat est de 45 000 $, ce qui correspond quasiment à celui de la France. Et enfin, l'Union européenne et la Corée du Sud ont signé un accord de libre-échange en 2011. À noter que la Corée du Sud importe 70% de ses besoins alimentaires. Les changements sociétaux, les derniers changements sociétaux en Corée du Sud impactent largement l'évolution du secteur agrotech. On peut citer par exemple le vieillissement de la population. Depuis 2020, la population est en déclin, avec un taux de natalité en 2021 de 0,80 par femme, donc c'est le plus faible de l'OCDE. La majorité des éleveurs, des paysans ont plus de 65 ans. 58% des foyers coréens sont composés aujourd'hui de 1 ou 2 personnes, alors que c'était effectivement il y a encore plusieurs années, du moins il y a encore 2-3 décennies, on était autour de 3-4 personnes par foyer. Et enfin, le SMIC a doublé en l'espace de 12 ans, donc avec aussi plus de couverture sociale, des dépenses de sécurité sociale, retraite, etc., qui vont dans le sens, on va dire, des pays occidentaux, dont la France. On est encore très loin au niveau de la couverture sociale, mais en tout cas, on s'y rapproche très largement. Ces différents éléments impactent lourdement forcément le coût du travail, mais également favorisent l'intérêt pour mieux se nourrir, puisque là aussi, des foyers plus petits, très souvent avec des gens qui travaillent, forcément avec des gens qui travaillent, et donc un pouvoir d'achat aussi plus élevé, ou sinon effectivement des familles qui ont un seul enfant et qui vont vouloir effectivement aussi prendre, on va dire, ce qu'il y a de meilleur pour leur enfant. Et aussi trouver des alternatives à la dépendance alimentaire, puisque ça, les Coréens en ont bien sûr bien conscience de toutes ces problématiques qui pourraient subvenir dans les années à venir. Et aussi, vous trouvez sur la slide précédente, j'ai mis quelques éléments agricoles et de développement donc, souhaités du secteur d'ici 2040. Pour la slide numéro 2, donc la Corée du Sud, c'est le 7e exportateur mondial. Le secteur de l'agroalimentaire demeure un secteur donc très largement déficitaire, avec 29 milliards d'euros d'importation en 2021 contre 5,7 milliards d'euros d'exportation. En 2020, le MAFRA, donc les autorités coréennes, ont donné un axe prioritaire à 5 thématiques que vous pouvez voir donc, dans cette slide-là, à l'horizon 2030, avec pour objectif de doubler la valeur de ces 5 thématiques et viser donc les 22 milliards de dollars de revenus. En toute logique, les technologies et innovations donc, qui vont dans ce sens de ce qui est cité aussi, mais également qui reprennent aussi les éléments concernant tout ce qui est smart farming de la slide précédente, effectivement, devraient intéresser les acteurs coréens, les autorités coréennes pour répondre à ces défis.
Slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, voici, vous avez un petit panorama des différents acteurs, hein, aussi bien public, financement, associations, sociétés, start-up, etc. Donc l'écosystème de l'agri-tech, food-tech en Corée du Sud est assez peu structuré encore. Les principaux secteurs explorés sont par exemple l'élevage, avec la gestion des cheptels, l'augmentation de la productivité, l'agriculture avec Smart Farm, bien sûr, les nouvelles protéines, insectes, viande artificielle, les technologies aussi dans la logistique, le sourcing et la meilleure gestion, production de certaines activités, bien sûr l'agro-industriel, mais aussi, par exemple, le secteur de la restauration avec des applications diverses et variées, aussi bien pour la logistique que pour la prod. Vous trouverez sur ces slides certains acteurs qui évoluent en partie dans l'agri-tech et la food-tech. J'attire aussi en particulier votre attention sur, en haut à droite, sur la Korea Food Tech Association. C'est une association qui a été créée en 2019 et Seoul Food Tech Startup Center. Donc là aussi, voilà un incubateur. Des informations marché aussi peuvent être trouvées sur les sites des autorités coréennes. Alors, bien souvent en coréen, mais il y a aussi certains éléments qui sont en anglais. À noter aussi que sur tous les logos que vous voyez, il y a un lien actif qui est disponible sur chaque logo. Donc là aussi, je vous ai mis en priorité, bien sûr, quand il y avait le site en version anglaise. Vous pourrez ainsi les visiter à votre convenance. Bien sûr, aussi, de nombreuses universités coréennes disposent de départements spécialisés. Ils travaillent très souvent avec des sociétés coréennes de l'agroalimentaire et également parfois aussi des entreprises étrangères, parfois en JV avec une société coréenne. Les agro-industriels sont souvent issus des conglomérats coréens, ils sont puissants et sont capables de s'adapter super rapidement. Et enfin, slide 4, s'il vous plaît. Merci. Le salon principal du secteur de l'agroalimentaire, c'est Seoul Food que vous pouvez voir là, donc avec les différents halls qu'il y a sur la droite, donc sur la partie droite de cette slide. Il s'est tenu la semaine dernière. Généralement, il a lieu entre le mois de mai et le mois de juin, selon les années. Bon, ça a été un peu différent ces dernières années, mais voilà, on retrouve une normalité. Et aussi, il y a le Food Industry depuis peu, qui est en parallèle de la Food Week, qui se tient donc à Séoul, dans le quartier de Gangnam, au Kwex. Et enfin aussi le Smart Farm, qui se trouve à Changwon, donc vraiment dans le sud de la Corée du Sud. Et donc là, qui est forcément avec cette thématique très spécifique. Bon, concrètement, on est très peu sollicité, ou plutôt pas du tout sollicité par des organismes ou sociétés françaises au sujet de l'agri-tech et de la food-tech. On a peu l'occasion de l'explorer en profondeur. Donc voilà, je pense que certains éléments pourront déjà vous donner un aperçu. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cet environnement qui est encore assez dispersé et en structuration. Je vous remercie de votre attention. Oui, mais j'espère qu'avec ce webinaire, vous aurez plus de demandes sur la Corée. Moi aussi. Merci. Maintenant, je vais passer la main à Singapour avec Bettina. Bettina, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, merci Amel, bonjour à tous. Donc moi je suis Bettina, je travaille au sein d'Alcimed. En 2 mots, on a un cabinet de conseil atypique spécialisé dans l'agri-food, nutrition, santé. Et on accompagne grands groupes comme start-up sur des enjeux d'innovation et de développement de nouveaux marchés. Et donc moi je suis en charge de notre bureau Asie à Singapour. Et je suis arrivée il y a 3 ans. Et en fait j'étais très étonnée de voir la dynamique dans le secteur agroalimentaire pour un pays qui est non agricole. Quand on pense Singapour, on pense tout sauf agri-agro. La taille de Singapour, on va dire, c'est Paris avec petite couronne. On est 6 millions d'habitants. Et en fait, il y a une grosse dépendance de Singapour parce qu'ils exportent en fait 99% de leur alimentation. Donc, il y a un enjeu stratégique pour eux. Et donc, en 2030, ils veulent dépendre, on va dire, 70% de l'extérieur, mais ils veulent produire 30% de leur nutrition dans le pays. Et donc, développer aussi un écosystème de compétences à Singapour. Et c'est impulsé par le gouvernement. Dans la slide suivante, on va voir, il y a 3 thématiques clés où le gouvernement met tous ses efforts en termes d'écosystème et d'investissement. Ça va être tout ce qui est protéines alternatives, aquaculture et ferme verticale. Et donc, ils ont créé, en fait, depuis, on va dire, 5 ans, un petit peu plus, mais on va dire 5 ans, un écosystème dans la slide suivante qui est atypique parce qu'il est vraiment là pour accélérer rapidement ces sujets qui les intéressent.
en attirant des corporates, des investisseurs, des startups pour couvrir en fait la région. Donc, c'est vraiment très dynamique. Si on prend par exemple côté gouvernement, donc EDB, Economic Development Board, c'est un acteur clé, notamment pour les grands groupes qui essaient de se développer. Par contre, on a aussi des Temasek, donc c'est le bras droit, enfin bras armé, on va dire, du gouvernement et qui investit. Donc, ils sont proactifs pour décrypter de nouvelles opportunités, construire l'écosystème. Et ils ont investi 5 milliards en fait sur les 5 dernières années en agri-food. Et là, ils viennent de lancer une plateforme qui s'appelle le Asian Sustainable Platform pour accélérer la croissance justement de food tech, de l'incubation jusqu'à la mise sur le marché. Et leur premier focus, c'est protéines alternatives et ferme verticale. On a des VC aussi très actifs qui sont plus ou moins spécialisés, avec par exemple Big Idea Venture sur la partie protéines. Et on a bien sûr des corporates. Et dans les corporates, on voit aussi qu'ils investissent avec, par exemple, Givaudan, qui est très actif sur tout ce qui est alternative protéines, avec le Protein Innovation Center. Et ils sont là pour aider notamment les startups à, on va dire, de l'idée jusqu'à la mise sur le marché en ayant un lab, des experts pour aider dans ce développement. Donc, c'est très, très actif voilà, sur ces trois sujets. Et écosystème veut dire aussi événement. Et donc, s'il y avait un événement pour vous, c'est clairement octobre, à la Singapore International Agri-Food Week, où on peut voir en fait que pendant toute une semaine, il va y avoir des conférences, mais au-delà des conférences, en fait, c'est tout l'écosystème qui viendra à Singapour. Sinon, il y a 2 autres événements, un qui a eu lieu la semaine dernière, qui est Food Future Asia, très intéressant parce que justement, il est plus pour les startups et les investisseurs, et Growth Asia Summit, qui est plus focalisé plutôt sur la partie nutrition, santé, et qui est en octobre. Voilà pour Singapour. Et du coup, sur la conférence, sur la grosse conférence d'octobre, la Chambre de commerce de Singapour a un pavillon. Et d'ailleurs, elle fait des prix pour la French Tech. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez passer à Singapour en octobre, on aura un pavillon français lors de cette énorme conférence à Singapour. Voilà, petit mot. Merci beaucoup, Bettina. Je vois qu'on est parfaitement dans les temps. Donc, du coup, on va passer. Donc, merci à tous. Merci à vous tous pour cette overview assez rapide sur les 4 pays. Et maintenant, je vous propose de passer au panel. Nous avons quatre entrepreneurs corporate avec des profils assez différents aujourd'hui, et on va essayer de vous donner quelques éléments de réponse sur au-delà de l'opportunité que l'Asie peut offrir, quels sont les vrais insights qu'il faut prendre dans ces 4 pays. Donc, on va poser une sorte de question générique, et puis ensuite, les différents pays vont se positionner en fonction de la pertinence du secteur d'activité dont on parlera. Donc, d'abord, je vais vous demander, à part Bettina peut-être, de vous présenter. Je vais commencer par moi. Donc, moi, je suis Amel Rignot. Je suis à la French Tech à Singapour, mais autrement, dans la vraie vie, je suis fondatrice et CEO d'un tout petit cabinet qui aide des startups à se développer ici en Asie. Et donc, ça fait 10 ans que je suis en Asie, à peu près. Auparavant, j'étais à Hong Kong et maintenant, je suis à Singapour depuis à peu près 5 ans. Je passe la parole à Hugo. Oui, donc bonsoir à tous. Enfin, bonjour pour ceux qui sont en France. Moi, donc, ça fait 13 ans que je suis au Japon et je suis CEO et founder de Gourmet Pro, qui est Gourmet Pro, qui est une marketplace d'experts en agroalimentaire. Nous aidons, au début, c'était principalement du market entry vers le Japon, et maintenant, on aide aussi les entreprises sur place à soit étendre leur business ou à définir leur stratégie d'innovation ou de développement durable. Et on commence aussi à aider des entreprises japonaises à sortir du Japon. Voilà. Jacques. Bonjour, donc moi je suis Jacques Lepron, ça fait 16 ans que je vis à Sydney en Australie, membre aussi de la French Tech Australia.
Je suis co-founder à Delidor. Donc, Delidor, c'est une jeune start-up franco-australienne qui produit et vend des plats surgelés, des plats préparés surgelés direct to consumer en ligne. Voilà, merci. Et le dernier, mais pas des moindres, Florian. Alors, moi, je suis Florian Vitton. Bonjour à tous. Je suis basé en Corée depuis 1 an et demi maintenant, où je suis directeur innovation pour CJ Cheiljedang, qui est la société coréenne leader agroalimentaire ici en Corée. Donc, depuis 1 an et demi en Corée, en provenance de Singapour, où je travaille pour Nestlé auparavant. Grosse corporate, donc du coup, Voilà, très local. c'est vrai. Et bah, du coup, on va enchaîner avec toi. Alors, je vais enlever le sharing, comme ça, du coup, on va mieux vous voir. Donc, là, on a vu un petit peu le paysage des différents pays. Quelles sont les grosses tendances aujourd'hui en Corée, notamment soit en termes alimentaires ou même agricoles que tu constates, sachant que ce qu'on nous a présenté, c'est que la plupart des consommateurs se trouvent dans une région extrêmement ciblée, on va dire. Ouais, c'est un peu la spécificité de la Corée, mis à part des cités-États comme Singapour. Ce qui est très spécifique ici, la moitié de la population est concentrée sur Séoul. Donc, en termes de dynamique conso, c'est assez particulier, hein. Je veux dire, pour une société qui veut tester quelque chose, qui veut s'introduire sur le marché coréen, au moins là, on sait où aller, on sait où ça se passe. C'est définitivement à Singapour. Après, en termes de tendance conso, ce que je vois… À Séoul, pas à À Séoul. Singapour. Ah bon, parce c'est encore… que Florian vient de Singapour. Il a passé pas mal d'années à Singapour. Je vais rendre tout le monde confus avec ça. Donc, à Séoul, ouais. Ce que je vois en termes de tendance ici, les choses bougent très, très vite. Par exemple, quand je suis arrivé il y a 1 an et demi, tu sais, tout ce qui est plant-based, ce n'était pas vraiment le truc ici. Et ça a changé très vite. Donc, les tendances, elles sont avec un petit peu de retard sur le reste du monde, je dirais, quelque part, mais les mêmes. Alternative protéines, plant-based, smart farming, c'est des choses dont on discute. Culture de mythe, c'est quelque chose où il y a pas mal d'attention de beaucoup de sociétés en Corée. Je dirais, il y a pas, c'est certainement aligné et je vois pas quelque chose d'extrêmement spécifique à la Corée. Il y a parfois un petit décalage par rapport à d'autres marchés, un petit peu de retard. Donc, on peut le comparer à celui de l'Europe ou à celui de la France. Celui que je connais bien à Singapour. Sur les grandes thématiques, elles sont aussi là en Corée, on les retrouve. Et c'est pertinent pour la France, je pense. Le Japon, je pense, doit être assez similaire ou pas? Alors, le Japon, alors, comparé par exemple à l'Europe en termes de tendance consommateur, ce n'est pas du tout les mêmes drivers. En Europe, il y a beaucoup cette notion de justement de développement durable et même de cruauté animale. Alors qu'au Japon, comme c'est une population assez vieillissante, il y a beaucoup moins, ce driver est beaucoup moins fort. Mais depuis Covid, en fait, c'est plutôt le driver santé qui a donné un essor un peu à la food tech, ou au moins un intérêt à des nouveaux produits au Japon. Et donc, c'est pour ça que peut-être en termes plutôt de concentration de population, donc on a Tokyo qui est vraiment la capitale, mais Tokyo, donc c'est très varié et c'est peut-être limite plus dur de faire un test marché dessus, alors que Fukuoka, dont parlait Loïc avant, c'est beaucoup plus simple de faire un test marché parce que la population est plus jeune et beaucoup plus concentrée aussi. Il y a un petit centre-ville, donc il suffit de 3 magasins et on a accès à tout le monde. Et du coup, on a accès à la population qui, elle, commence vraiment à avoir une opinion sur le développement durable en plus de la santé. La contrepartie, c'est qu'elles ont quand même un petit peu moins de pouvoir d'achat que la génération un peu silver. Mais bon, pour des produits innovants, je pense que il y a beaucoup plus d'opportunités, au moins pour tester à un coût moins cher, justement, et en termes de temps aussi, dans des villes comme Fukuoka ou Sendai, Fukuoka est à l'ouest et Sendai est plus au nord-est. Ouais, pour l'Australie, c'est un petit peu, c'est plutôt le développement durable,
la sustainability avec tous les désastres actuels qu'on peut… Ouais, l'Australie, ça a été un peu le wake-up call en 2019 avant Covid, avec notamment les bushfires dans le New South Wales, surtout dans le New South Wales. En fait, on a pas mal souffert. En fait, où les gens ont commencé à réaliser que, ben oui, le climate change était vraiment là et que, en fait, ils pouvaient directement impacter leur vie quotidienne à la maison, au bureau. Et après, on a eu Covid, comme tout le monde, mais on a été très vite fermé au reste du monde. Donc, en fait, bon, l'impact Covid n'a pas forcément été aussi fort en termes d'impact santé comme dans d'autres pays, mais on était quand même coupé, on n'a pas pu rentrer. Nous, personnellement, on n'est pas rentré au bout de 2 ans et demi voir nos familles. Et le troisième effet qui a été les inondations qu'on a eues dans Queensland et New South Wales, qui ont eu à la fois il y a eu des morts et les inondations de Queensland a par exemple eu 6 major floods depuis décembre. Il a plu pratiquement en une semaine, l'équivalent de 1 mètre de pluie, donc c'était assez énorme. Puis il y a quand même eu un wake-up call et on voit que les Australiens se réveillent sur une demande même à la fois de leur gouvernement sur des mesures à prendre pour mitiguer ce climate change. Et notamment, les dernières élections fédérales ont prouvé qu'il y avait un réveil parce que le gouvernement libéral qui était en place, qui n'adressait pas du tout ses besoins, a été éjecté et remplacé par un gouvernement un peu plus ouvert à ces problèmes environnementaux. Donc, oui, assez fort, un besoin assez fort. En même temps, le challenge en Australie, c'est que on n'est pas des leaders. On est des followers. Donc, l'Australien va plutôt avoir tendance à suivre, regarder ce qui se passe en Europe, aux US, et voir ce qui marche. Et une fois que ça marche, que c'est prouvé, il va s'y jeter dessus et puis il va vraiment y mettre tout ce qu'il peut dessus. Donc, du coup, c'est toujours des fois un peu délicat quand on vient avec une tech assez nouvelle et qu'on veut essayer de tisser des liens avec des grosses corporates qui ne vont pas forcément comprendre l'impact ou le besoin. Mais voilà, c'est à peu près un des points de vue sur l'Australie. Ouais. Est-ce qu'on peut mitiger un petit peu parce que je pense qu'on peut parler sur tous les pays asiatiques, peut-être à part la Chine, qui sont beaucoup plus suiveurs qu'innovants, quoique c'est une généralité un petit peu rapide, mais puisque le Japon est très innovant sur de la robotique et même s'il veut atteindre un certain niveau de perfection avant de sortir un produit. On est plutôt en Asie plutôt suiveur, mais de par mon expérience, dites-moi si je me trompe, si on a des grosses success stories en Europe, aux US, même chez nous en France, parce que la France est extrêmement considérée en Asie, on arrive à passer cette barrière on n'est pas innovant, mais et je pense que d'ailleurs Singapour est un bon exemple, Bettina. Ouais, pour moi, Singapour, je vois 2 choses. Il y a on a vu qu'ils investissent énormément sur le plant-based, donc oui. Après, c'est un petit marché, Singapour. On est 6 millions. Donc, clairement, les sociétés, quand elles viennent à Singapour, ce n'est pas pour faire accélérer leur business à Singapour. Mais si on regarde juste le marché Singapour, le plant-based, on voit émerger clairement des tendances conso sur le plant-based. Cell-based, ils ont été les premiers à sortir une réglementation, l'approval. Donc, ça devrait dans quelques années aussi être sur le marché. Par contre, il y a tout un pan qui est plutôt nutrition santé à Singapour, et notamment le gouvernement lance un programme fin d'année sur ce qu'ils vont appeler le Healthier Singapore. Et on voit, nous, avec des corporates où ils vont regarder des problématiques en lien avec tout ce qui est produits fonctionnels pour justement des populations qui vieillissent, donc tout ce qui va être immobilité par exemple, tout ce qui va être cognitif. Donc là, il va y avoir des opportunités pour Singapour. Mais encore une fois, le marché Singapour, c'est tout petit. Et ils sont à Singapour pour aller en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie, qui est un énorme marché pour eux. Ouais, donc c'est vraiment pour rayonner sur la zone, mais ça peut être aussi un bon moyen d'aller tester pour aller en Asie du Sud-Est. Ou aller pousser jusqu'à potentiellement l'Australie.
J'avais une question, notamment pour Florian. Tout ce qui est relation avec les corporates, je pense que c'est hyper important dans nos, enfin, que ce soit pour la food tech ou pour l'agri-tech. On a quand même, à part pour Singapour et l'Australie, on ne partage pas la même langue. Donc, il peut y avoir des difficultés. Et comment on peut passer cette barrière culturelle, linguistique ou même de mindset, que moi j'ai beaucoup expérimenté par exemple à Hong Kong ou en Chine. Comment on peut aller au-delà et se dire, voilà, on est fort de notre expérience en France ou en Europe, on aimerait se lancer en Corée par exemple. Et puis ensuite on verra les autres pays. Clairement pour la Corée, parce que tu as pointé du doigt le challenge. La situation est vraiment très différente de Singapour pour le coup, en termes de linguistique et en termes culturels. Et culturels aussi de culture d'innovation, de culture de collaboration. Donc, ce qu'il faut savoir, la Corée, la pratique de l'anglais est quand même assez limitée. Donc, ça rend l'engagement difficile, ça rend la confusion parfois assez importante. Et la façon de collaborer est très différente. Je pense que la société coréenne vient d'un point de vue assez fermé. On veut faire les choses nous-mêmes. On veut montrer qu'on peut les faire nous-mêmes. Donc déjà, l'engagement est assez difficile. Donc, ce qui veut dire que l'approche est un petit peu différente à quoi on est habitué dans les pays occidentaux. Moi, de ce que j'ai vu, les sociétés qui réussissent ici, elles viennent et elles créent une relation. J'ai pas vu de vrai succès à distance. Ça marche pas. Je vois des sociétés qui font l'effort de s'installer ici, d'avoir une représentation locale, d'avoir quelqu'un qui peut engager, qui peut discuter, qui peut préparer, qui peut passer du temps avec ses clients potentiels. Et en Corée, ça commence beaucoup par ça. Avant qu'on discute formellement, on discute de façon informelle, on devient un peu amis, on se connaît, et après, on peut faire du business ensemble. Et typiquement, certaines sociétés que je connais sont installées ici, ont créé cette présence-là, ont créé cette relation de confiance. Et sur cette base-là, on peut avancer dans une coopération. Sinon, c'est difficile. En termes de temps, est-ce que ça prend 6 mois? Est-ce que ça prend 1 an? Est-ce que ça prend 3 ans? C'est quoi en termes de visibilité un petit peu temporelle si on vient s'installer et qu'on fait l'effort? Société que j'ai en tête, c'est sur une période de 2 à 3 ans, ce qu'ils ont établi. 6 mois, je ne suis pas sûr. Et après, ça dépend avec qui on veut travailler. Mais typiquement, moi, je suis dans un gros conglomérat et ça, que ça soit coréen ou pas, la dynamique, la vitesse de réaction, elle est toujours un peu plus lente. Elle est encore plus lente, je pense, en Corée où les chaînes de décision sont assez verticales, on va dire, assez particulières. Mais ouais, on parle de 2 ou 3 ans, quoi, avec pas mal d'allers-retours, avec pas mal de discussions, avec pas mal de préparation, avant de pouvoir arriver à quelque chose où on a une relation de confiance et on peut avancer plus facilement. Mais par contre, après, la relation dure vraiment. J'imagine, je n'ai pas assez de recul là-dessus, mais je crois que oui. De ce que j'entends, de ce que je vois, je pense qu'une fois qu'on a créé cette relation de confiance, les gens sont… Ouais, on peut imaginer construire quelque chose de plus durable. Mais encore une fois, j'ai assez peu de recul là-dessus. Hugo, c'est un petit peu pareil au Japon? Ouais, enfin, de toute façon, au Japon, peu importe l'industrie, c'est très de la relation de confiance qui est très très dure à établir, mais une fois qu'elle est établie, elle vraiment va sur le long terme. Donc ça, c'est qu'on soit dans du food tech ou du food normal. Donc ça va prendre du temps. Après, par contre, comme disait Loïc, il y a un gros effort de financement, par contre. Il y a beaucoup d'acteurs de corporate, de CVC, qui investissent beaucoup dans beaucoup d'entreprises en dehors du Japon, au Japon, parce que justement, ils veulent vraiment être sûrs de ne pas louper le train en marche. Donc, par exemple, je parlais avec une investisseuse en Suisse qui avait que des LP japonais, et ils investissent sur des entreprises en Europe, par exemple, sur du plant-based. Par exemple, Ajinomoto, qui était dans le slide, et ils investissent beaucoup sur beaucoup de technologies. Après, par contre, ce qui est plus dur, c'est vraiment quand on veut faire une collaboration,
il y a déjà le côté problème de langue. Il y a peut-être le département d'innovation va être très internationalisé, va parler en anglais, mais après, quand il faut transférer les technologies ou les concepts, c'est là où généralement ça coince. En même temps, je ne sais pas si c'est qu'un problème japonais, parce qu'il y a aussi des problèmes similaires avec d'autres conglomérats où finalement il y a des programmes d'open innovation, tout se passe bien, il y a un POC, et puis après, ça va où. Mais là, généralement, au Japon, ce qui est plus dur, c'est la langue, mais aussi même la façon de travailler. C'est la façon managériale qui sont complètement différentes, à la fois entre corporate et start-up, et après entre corporate japonaise et start-up française, qui double gap, quoi. Mais donc voilà, donc il y a de l'espoir quand même, parce que justement, il y a une volonté. Mais oui, pareil, ça prend du temps. Et il faut bien choisir, être sûr qu'il y a vraiment la bonne incentive dans l'entreprise avec qui on travaille, et ce n'est pas juste la checkbox à cocher pour l'année, quoi. Et si je peux reprendre la main 2 secondes pour finir avec le nord de l'Asie, je pense que la dynamique en termes d'investissement est assez similaire en Corée. Il y a un vrai appétit d'investissement. Je trouve les Coréens assez décisifs pour ça, par contre. Et ils ont pas vraiment peur d'investir. Et investir, ça veut dire on gagne, on perd, et c'est quelque chose qu'ils assument et qu'ils sont prêts à faire. Donc ça, je trouve, j'ai été assez surpris par ce côté-là. Et après, j'ai perdu le fil sur Hugo, donc je passe mon tour. Et, je pense qu'on va à Singapour, en Australie. Non, mais je m'arrête avec l'investissement ici. Désolé. Et du coup, dans les pays plus anglo-saxons, donc par exemple l'Australie, ouais. L'Australie. Alors moi, j'ai moins d'expérience que le reste des membres du panel en termes de corporate relationship, mais bon, tout ce que je peux vous dire à ce niveau-là, c'est que l'Australien est très réseau, et que si vous êtes intéressé de venir découvrir ou d'intéressé par le marché, il faudra venir sur place et rencontrer des gens et à terme avoir une filiale locale, parce que dans tous les cas, l'Australien... En mute. Ouais. L'Australien s'attendra à avoir un minimum de customer service en local, et sera très dépendant par rapport à ça. Et en termes de collaboration, comme je disais, l'Australien n'est pas du tout n'est pas un leader, il est plutôt un follower. Donc, ça peut être des fois un peu complexe pour pouvoir mettre en place des collaborations avec des corporates en venant de l'étranger sur une technologie qui peut être nouvelle, pas forcément confirmée, qui n'a pas eu encore de retour assez pertinent sur le marché local. Donc, sur le marché local ou en général? Si on vient avec une success story où on a déjà plusieurs use cases, est-ce que quand même on peut aller rencontrer des corporates et les convaincre? Ça peut être une bonne opportunité, mais après, il faudra convaincre avec notamment, en général, un sorte de POC en local pour pouvoir démontrer l'efficacité de la technologie ou de la solution pour le client en Australie. D'accord. Après, je reprendrai les questions qui sont dans le chat. Pour terminer, Bettina, sur Singapour. Je pense que la force de Singapour, c'est de créer un écosystème. Donc, travailler avec des corporates à Singapour, c'est exactement le pourquoi, la raison d'être de Singapour. Donc, c'est simple et c'est accessible, en fait. Et c'est accessible même à des niveaux assez élevés. C'est une culture, on parle anglais, c'est une culture qui est asiatique, mais qui est plus européenne que le nord de l'Asie. Donc, travailler avec des corporates internationaux, c'est plus simple. Après, peut-être Florian, si tu veux donner ton expérience avec Nestlé, n'hésite pas. Après, avec des corporates singapouriens, il faut créer aussi un lien. Donc là, je pense que c'est commun à ce que disait Florian, c'est de créer aussi un lien, ça prend du temps. Mais en tout cas, c'est le pourquoi de Singapour. Donc, oui, il y a tous les headquarters de toute façon. Il y a tous les centres régionaux, que ce soit au niveau siège, que ce soit au niveau R&D, donc en termes d'innovation technologique. En fait, tous les décideurs sont ici. Donc, et ça se fait sur place. Ça, c'est clair, ça se fait sur place. C'est beaucoup de networking, de conférences. C'est comme ça, en fait, que ça marche. Donc, c'est moins traditionnel en termes d'accès au corporate que j'irai en Europe.
donc, c'est pour ça qu'il faut être effectivement sur place. Mais c'est assez simple, ça parle anglais, donc ça, il n'y a pas de problème. Et puis après, on se déplace et on voyage dans la région très, très, très facilement. Donc, on peut aller très vite, enfin, quand il n'y a pas de Covid. Mais Florian, tu veux rajouter quelque chose sur Singapour? Sur Singapour, oui, c'est effectivement beaucoup plus facile de travailler à Singapour, sur Singapour. Ça, on peut le faire soi-même. On n'a pas besoin d'avoir une third party qui parle le langage, qui nous guide, etc. Ce qui est typiquement en Corée ou au Japon, j'imagine, il faut être guidé, il faut être tenu par la main. On ne peut pas travailler seul. Singapour, ce n'est pas du tout le cas. Après, ça dépend des corporates. Si on parle plus corporate, suivant l'organisation, parfois c'est un peu frustrant parce qu'on a l'impression qu'on peut faire. Et puis, au moment décisif, ça doit repasser par la case maison mère. Et ça peut être un peu frustrant parfois quand on voit ça pourrait bouger vite, tout à coup ça bouge un peu moins. Donc mais ça dépend de l'organisation des corporates et tout n'est pas pareil. J'ai retrouvé ce que je voulais dire sur la Corée aussi. Moi, de ce que je vois aussi une évolution dans la façon de travailler malgré tout. Il y a un peu de différence. Les conglomérats sont encore un peu sont très traditionnels dans leur façon d'aborder des collaborations, etc. Il y a d'autres entreprises de taille substantielle qui ont émergé ces dernières années, qui sont en dehors des conglomérats traditionnels. Et là, la façon de travailler est quand même assez différente, un peu plus, on va dire, occidentalisée dans un certain sens. Et d'un autre côté, je vois les Coréens, ils observent et ils savent je pense qu'ils savent que leur façon de travailler, ce qui les a amenés là où ils sont aujourd'hui, ils ne pourront pas continuer comme ça et ils vont devoir s'adapter. Et ils sont à chercher des pistes pour travailler différemment, pour collaborer différemment. Et je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais je vois une évolution aussi en termes de mindset. Oui, et puis ils s'ouvrent vraiment à l'étranger. On les voit, on voit beaucoup de collaborations avec Singapour, on voit beaucoup de collaborations. Là, ils ont une grosse délégation sur Vivatech en France. Donc, et ils sont toujours très, très présents. Donc, ils essayent de s'ouvrir et de se développer parce qu'en effet, il n'y a pas d'autre choix. Alors, il y a même, j'allais dire, je voulais juste il y a Unlimit, qui est une startup coréenne qui a été sélectionnée par Carrefour comme un des gagnants d'un contestant plant-based. Carrefour en France ou Carrefour en France, ouais. Carrefour, ok. Carrefour en France. Parce qu'ils n'ont pas de centre d'innovation, je pense, à l'extérieur. Maintenant, je crois qu'ils ont tout fermé. Enfin bon, bref. Alors, j'ai une question d'Axioma qui propose des biostimulants pour les cultures de céréales, de légumes et de vignes. Et c'est une question pour Jacques, pour l'Australie. Parce que le Wake Up Call a eu également. Alors oui, le Wake Up Call a eu à tous les niveaux et en fait, d'un point de vue, on va dire, climate change, adaptation, si c'est vraiment le cas, après 5 ans de sécheresse, puis après un Covid et là, pratiquement 1 an de flood, le climate change, adaptation et sur les lignes, en fait, est très important. Il y a aussi notamment du funding du gouvernement aujourd'hui pour aider ces business et les farmers à pouvoir, se remettre sur les pieds, et 2, à les aider notamment à comprendre comment ils peuvent mieux s'adapter au climate change. En Australie, le climate change est vraiment, on est conscient qu'il est là et maintenant on cherche des solutions pour nous aider sur ça. Donc oui. Est-ce que je peux rajouter une question sur la question? Est-ce que ça a aussi un impact sur le régime des consommateurs? Parce que justement, quand les gens consomment, ils pensent, est-ce que animal, pas animal ou autre chose? On commence à le voir. Donc nous, dans ma boîte, on vend de l'animal, aujourd'hui de l'animal. Il n'y a pas, c'est pas encore mainstream. Des marques comme Better Food ont quand même assez rapidement lancé en dehors d'Australie parce que le marché finalement pas encore pas si grand, et en Chine. On voit des tendances, mais je pense qu'on n'y est pas encore. Ne serait-ce que nous, par exemple, on travaille sur l'assessment du carbon footprint de nos repas. C'est encore, quand on le lancera, on sera les premiers à le faire vraiment, quoi. Donc, on est encore loin de cette maturité qu'on peut voir en France, en Europe, même aux US. Quoi. Oui, ça de manière générale, en Asie. Mais pour revenir à la question, je vois très clairement un intérêt, une opportunité dans ce secteur-là. Parce que je sais que d'un point de vue culture, l'adaptation au climate change est de plus en plus important. Donc, ouais.
Alors, il nous reste quelques minutes avant de clôturer le panel. En quelques minutes, est-ce que vous pouvez me dire les opportunités réelles pour des startups françaises en agri ou en agro et les challenges, à part ceux que vous avez déjà énumérés, mais je pense qu'il y a aussi d'autres challenges que vous pouvez mettre en exergue. Florian? En agro, je vais avoir du mal, c'est moins mon domaine. Tout ce qui est food, et on parlait d'alternatives protéines, un domaine ou un aspect spécifique que je connais un peu moins, c'est la partie insectes. Et j'imagine qu'il y a un espace en Corée, il y a une opportunité parce que pour le coup, le gouvernement coréen a mis pas mal de clarté au niveau réglementaire. Il y a pas mal de différents types d'insectes qui ont été approuvés en Corée. Donc, il y a un effort qui est fait là-dessus. Et moi, typiquement, ma société ne s'engage pas forcément là-dessus de façon étrange, mais j'imagine qu'il y a une opportunité et il y a des choses à faire dans un cadre réglementaire qui est assez clair. L'autre aspect, c'est tout ce qui est cell-based meat. Le moment où au niveau réglementaire, on sera plus clair, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, le gouvernement coréen est assez suiveur et observe un peu ce que Singapour fait. J'imagine que le moment où la Corée va s'ouvrir, il y a vraiment une capacité en termes de production. C'est quand même un pays qui produit, c'est un pays d'usine. Donc, nous, on est souvent approchés par des sociétés qui cherchent tout ce qui est upscaling, manufacturing, co-manufacturing. La Corée, pour ça, est vraiment le bon endroit. Et je pense que la Corée va s'ouvrir et sera un centre assez important parce qu'il y a beaucoup de capacités déjà en place. Il y a des acteurs économiques ici qui sont capables de supporter le développement de ces nouveaux formats alimentaires. Ça ne sera pas pour tout de suite, mais définitivement, en termes de tisser des liens, je pense que c'est assez important dans ce domaine. Hugo? De côté agriculture, je pense que, comme disait Loïc, on est un des plus gros marchés de vertical farming. Je pense que tout ce qui est justement optimisation, automatisation, ce genre de technologie qui pourrait aider les structures existantes ou ajouter d'autres structures. Ajouter d'autres structures, ce qui est plus dur, c'est comme il y a très peu de real estate, ça va demander beaucoup plus de collaboration avec des gens qui ont le terrain, alors que donner des technologies qui peuvent être utilisées, je pense qu'il y a ce serait plus facile. Niveau food, moi, il y a quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est en fait la fermentation au Japon, c'est une histoire, c'est des millénaires. Ouais. Et je pense qu'il y a une opportunité d'utiliser ce côté craft et d'apporter une technologie fermentation en utilisant ce branding, pas en étant juste on n'est que de la technologie, mais voilà, c'est s'allier par exemple avec des gens qui sont spécialisés en fermentation locale, faire des collaborations. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Et côté cell-based aussi, bien sûr, je pense qu'il y a là, il y a un gris légal qui peut aider déjà à bosser dessus au Japon sans trop de problèmes. Et il y a déjà des groupes de think tank qui commencent à aider le gouvernement à créer la réglementation. Et oui, comme la Corée, c'est un pays très industriel avec des gros groupes pharmaceutiques. Donc, il y a des moyens de collaborer et de créer de la technologie sur ce domaine. Donc, un petit peu pareil, donc réglementation. Et au niveau de tout ce qui était logistique, on en avait parlé à un certain moment. Est-ce que dans vos pays, c'est un challenge ou c'est plus en Australie qui est... Donc, par exemple, sur le côté agriculture, tu vois, ce qui est biostimulant, c'est l'agriculture au Japon, c'est très, très fragmenté. C'est plein de petits agriculteurs. Donc, si on veut les targeter un par un, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais en même temps, c'est tout regroupé sous une grosse collectivité qui s'appelle JA. Et qui est là, par contre, c'est le mastodonte qui est super dur à travailler avec. Bah, c'est pour vous, ça, Anthony, qui posait la question. Voilà. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça, c'est le côté logistique. Après, sinon, le système logistique pur au Japon c'est un des plus performants au monde.
Donc ça, il n'y a pas vraiment de souci comparé à d'autres pays. Jacques, tu veux rebondir? Oui, donc nous en Australie, bon, je veux dire, les key challenges, Stéphanie en avait parlé au début de la présentation. L'Australie veut vraiment doubler sa capacité de production de food de 43 millions, je crois, à 72 milliards, 43 milliards, 72 milliards. Donc ça passera aussi notamment par être beaucoup plus résilient en face du climate change qui, en fait, nous impacte assez fortement et très rapidement, peut-être plus rapidement que peut-être l'Europe ou même les US. Et donc les opportunités aussi à ce niveau-là, aussi sur on va dire comme dit Stéphanie, améliorer la supply chain de farm, from the farm to the fork, donc toute la supply chain. Et comment est-ce qu'on devient meilleur à ça? Comment est-ce qu'on gère mieux nos ressources naturelles telles que l'eau aussi, parce que l'eau, à un moment donné, c'est des ressources assez rares. Amélioration aussi du management des déchets. Tout ce qui est recyclable packaging qui est encore un peu émergent et qui n'est pas encore très présent. Et après, notre challenge, on en parlait un petit peu au début, c'était la dernière fois, c'était tout ce qui est des problèmes de logistique. Donc, l'Australie, c'est quand même un grand pays. Finalement, vous avez 3 gros pôles entre Brisbane, Sydney et Melbourne. Et entre, vous n'avez rien du tout. Vous avez des petites villes. Et donc, quand vous devez bouger des produits et encore plus de la food, donc qui a besoin d'être réfrigéré, vous n'avez pas forcément beaucoup de players, il n'y a pas beaucoup de choix à qui vous tournez. Et les performances, on va dire, professionnelles de ces players ne sont pas forcément au niveau qu'on peut attendre quand on a travaillé avec des gens en Europe. Ça, c'est une pure remarque personnelle, parce qu'aujourd'hui, nous, on utilise un des transporteurs pour transporter nos plats préparés, qui est assez challenging pour pouvoir couvrir en fait 3-4 villes en Australie, sachant que par exemple, un Brisbane, Sydney, c'est à peu près 1000 km. C'est pareil pour un Melbourne, donc c'est à peu près 8 à 10 heures de camion. Donc c'est comme si vous, en gros, essayez de livrer depuis le nord de la France, le sud de la France, quoi, en gros. On n'a pas ce problème à Singapour. Nous, on passe du haut de la ville, de l'île en bas. Ah non, Bettina, tu es en mute. En 1 heure? Ouais, en 1 heure. Non, c'est sûr, c'est petit, mais ça crée le challenge. C'est le coût en fait, de la main-d'œuvre, le coût des infrastructures. Donc après, si on est sur des technologies, sur les 3 pans que j'ai mentionnés avant, le gouvernement aide, clairement. Mais voilà, le coût des infrastructures, c'est du coup un pendant de ce côté, c'est tout petit. Et en termes d'opportunités, toutes les technologies qui vont pouvoir aider Singapour à produire 30% de leurs besoins en food va les intéresser. Et on n'en a pas trop parlé, mais tout ce qui est aquaculture, c'est aussi vraiment important pour eux. Ils ont pas mal de pilotes, ils ont une île où justement ils ont des centres R&D d'innovation, où ils collaborent avec des corporates, des startups. Donc, c'est aussi un énorme pendant de Singapour et de ce qu'ils veulent faire ici. Et l'autre opportunité, c'est cell-based, comme on l'a mentionné. Et ils sont en train vraiment de structurer leur réglementation pour accélérer. En fait. Et il y a tout un panel d'experts qui s'est mis en place après décembre 2020, où il y a eu la première autorisation sur le marché. Donc, c'est en train de structurer. Et quand Singapour décide d'y aller, ils vont très vite. Oui, il ne faut pas trop tarder. Et puis surtout, Singapour est aussi là pour adresser toute l'Asie du Sud-Est. Et donc, comme les centres régionaux, comme tu le disais, sont à Singapour, tout ce qui est food ou même agri, ils essayent aussi d'avoir une emprise sur les régions aux alentours. Bon, on n'a pas de représentants aujourd'hui parce que déjà 4 pays, c'était très challenging de tout vous présenter. Donc, un dernier mot qui veut le dernier mot du dernier mot, parce que là, on est à 45, donc il nous reste quelques secondes avant de libérer tout le monde. Revenir à l'Asie, c'est passionnant, c'est dynamique, il y a plein d'opportunités. Je vais en Corée, je me sens seule.
Non, c'est pas vrai. Il y a une grosse French Tech en Corée. C'est vrai. Non, mais même, enfin plutôt contactez-nous, parce que justement, cet événement, le but était de voir s'il y avait de l'intérêt pour l'Asie, parce qu'on est prêt à faire plus que cet événement, en vrai. Donc, Définitivement, vous avez des points de contact maintenant. Voilà. C'était l'idée. Et d'ailleurs, on se proposait, pour ceux qui sont intéressés, à organiser une Learning Expedition à Singapour en octobre lors de la grosse conférence et faire venir justement des intervenants comme Singapour un petit peu au milieu, de faire venir des intervenants de Corée, d'Asie, d'Australie ou même des pays d'Asie du Sud-Est. Voilà. Donc, si vous êtes intéressés, on peut voir comment on peut mettre tout ça en musique avec nos superbes partenaires que sont Business France, la Chambre, les différentes associations et les instituts et les sociétés privées. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. On a tenu le timing à 1 minute près. Je vous remercie. Bravo. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très vite. Et je vous envoie la présentation avec les noms des intervenants, de tous les intervenants aujourd'hui. Comme ça, vous pouvez les contacter directement. Merci à tous et puis à bientôt. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.